Je ne vous présente pas Bénédicte Savoie, qui est, comme vous le savez, professeur à l'Université technique de Berlin, au Collège de France, spécialiste à la fois de l'histoire des collections et de la translocation des objets à la tête de cet immense projet à l'Université technique de Berlin, mais surtout aujourd'hui ici pour nous parler de Christophe Pomian. Et je la remercie infiniment aussi d'avoir répondu avec enthousiasme et avec beaucoup d'amitié pour Christophe Pomian. Donc merci Bénédicte. Merci. Cher Christophe, chers amis, IES, chers amis, c'est un très grand honneur pour moi et je dois dire que j'ai été particulièrement touchée lorsque l'équipe, le comité d'organisation de cet anniversaire surprise m'a contacté pour intervenir ce soir. Je n'ai pas hésité une seconde et moi-même, j'aurais quelques anecdotes que je ne raconterai pas à raconter si j'avais eu l'idée de tenter une conférence nostalgique. Mais ce n'est pas une conférence nostalgique, c'est une enquête que je vous livre. J'ai tenté, dans mon environnement le plus naturel qui est Berlin, et en particulier l'université technique, j'ai tenté, dans le cadre d'une enquête anthropologique, ethnologique, de reconstituer l'effet Pomian. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce grand savant, de cet intellectuel, avec son rayonnement, pour que au moins toute l'Europe et probablement le monde entier et tous ceux qui, sur ces continents, s'occupent de questions de musée, à travers les générations, la sienne, la vôtre, la mienne, celle des étudiants, pour que tout le monde, aujourd'hui, en 2019, soit électrisé au point qu'on peut penser que l'effet Pomian durera au moins 100 ans, jusqu'en 2119, et j'imagine encore plus loin. C'est donc le résultat d'une enquête que je vous livre avec tous les défauts que peut avoir une enquête. Elle n'est pas scientifique, elle vient du cœur. Et vous verrez que je n'ai pas été seule au travail puisque mes collaboratrices, collaborateurs, amis, étudiants, postdoctorants à Berlin ont voulu participer à l'anniversaire, même s'ils n'étaient pas tous là. L'une d'entre eux, elle, est là. On y reviendra. Donc nous nous déplaçons ensemble à Berlin où Christophe Pomian, comme vous le savez, a passé un an, l'année universitaire 2011-2012, et vous le voyez ici dans une salle du Bode-Museum, au fond le retable de la Pentecôte, bien connu du Bode-Museum, et Christophe Pomian avait tenu en septembre 2011, dans ce cadre prestigieux et très riche d'histoire au pluriel muséale, l'une des plus grandes conférences sur l'histoire transnationale des musées qu'on ait pu entendre ces dernières années à Berlin. Et cette conférence magistrale est restée dans les souvenirs de chacun et se transmet de génération en génération. Par exemple, au sein de l'équipe que j'ai la chance, avec laquelle j'ai la chance de travailler à la Technische Universität, et les membres de cette équipe sont ceux qui m'ont aidé à mener l'enquête. Première question de cette enquête, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans l'œuvre de Pomian? Première réponse. Alors il y a cette phrase qui clôt les intraliques à l'art moderne. L'histoire des collections est une histoire des rapports entre les Européens et l'invisible. Les Européens et l'invisible. C'est manifestement un sujet qui porte et qui est porté non seulement par Félicity Bodenstein, ici présente, qui a été la première interlocutrice dans le cadre de cette enquête, mais qui porte plus généralement toute une génération de jeunes chercheurs en, faut-il dire, histoire de l'art, histoire des musées, histoire du patrimoine, histoire des collections, histoire politique des collections, histoire de la période coloniale, histoire de, c'est tout ce que vous avez fait, Christophe, qui nous lie, qui nous met ensemble. Et la question des Européens et de l'invisible, pour la reformuler comme vous l'avez formulée, est sans doute celle qui est actuellement l'une des plus présentes dans notre environnement, en tout cas dans le cadre berlinois où je suis le plus souvent. Je vous montre ici une photographie prise il y a à peu près un an dans le Palais Royal
d'Abomey, dans l'actuel Bénin, le palais royal du roi Béhanzin, où se trouvait une grande partie des collections qui sont aujourd'hui conservées au musée du Quai Branly. Vous voyez ici un espace photographié dans sa perspective centrale, un espace lumineux, un espace historique qui a grandi avec le 19e siècle, et c'est un espace qui est aussi vide d'objets. On ne peut pas moins voir d'objets que dans ces palais d'Abomey quand on y est, et j'ai eu le privilège cette année de pouvoir y aller, comme certains d'entre nous, et en particulier Felicity. Quand on a le privilège de la mobilité, comme nous, les Européens, quand nous avons le privilège d'être dans ces lieux d'histoire où les objets sont invisibles, c'est un moment très particulier si le lendemain, grâce au privilège de la mobilité, grâce aux avions, grâce à Air France, quand dès le lendemain matin, après avoir vu ça, on peut voir ça, c'est-à-dire les objets visibles. De pouvoir faire l'expérience en quelques heures de décalage de l'invisible des objets pour les non-européens, au lieu d'où viennent ces objets, et du visible de ces objets, ici des statues tirées par le général Dodds en 1892 du palais d'Abomey après une expédition punitive contre le roi Béhanzin, les objets donc qui sont visibles pour les Européens. Alors la question qu'a relevé Felicity, et ce n'est pas un hasard, chacun avec ses propres questions relève chez vous, Christophe Pomian, ce qui le touche, ce qui lui importe, ce qui lui permet de penser. La question des Européens et de l'invisible, c'est aussi une question qui dépasse amplement la question du patrimoine, qui est bien celle du privilège du visible, qui peut voir quoi, quand, et qui ne peut pas voir, et pourquoi, et comment. Et combien de temps cela devra-t-il durer ? Cette question, c'est une question qui est aussi liée à l'histoire des collections, bien entendu. Je reviens un instant sur l'un des textes les plus importants sur ces questions de translocation patrimoniale, de déplacements patrimoniaux qui ont conduit à la présence de pièces richissimes et extrêmement fructificatrices dans nos collections, d'un côté, donc ce déplacement qui a permis à des objets d'être chez nous et qui a eu pour conséquence que ces objets ne sont plus là où ils étaient, ne sont plus visibles. Ce texte, c'est L'Afrique fantôme de Michel Leiris, que vous voyez ici. Michel Leiris, qui fut secrétaire de la mission dite Dakar-Djibouti entre 1900, dans les années 30, et qui a tenu un journal quotidien au nom de la mission et en son nom personnel de ses activités de choix, de sélection de pièces et d'extraction d'objets. Et bien entendu, et pour le réaliste qu'il est, et pour toute cette époque des années 30, qui est une époque férue de Röntgenaufnahmen, c'est-à-dire de radiographie, de voir à l'intérieur, de rendre visible l'invisible, l'intérieur du corps, de tirer les informations des personnes. Toute l'ethnologie vit de ça, essayer de rendre dissible et visible l'invisible. Pour la lecture d'un texte comme celui-là, les idées que vous avez conçues, Christophe, dans vos travaux, qui sont les travaux clés sur la question du rapport entre le visible, l'invisible, l'objet unique et celui qui le regarde, tout ce que vous avez écrit nous aide à lire aujourd'hui des textes comme L'Afrique fantôme. Je vous montre simplement un tout petit extrait consacré à une pièce rapportée lors de la mission Dakar-Djibouti de l'actuel Mali, du pays qui est actuellement le Mali, de cette grande région qui ne l'était pas donc, dans les années 30, un objet dont Michel Leiris a très précisément décrit la prise et le sens, semble-t-il. Et nous sommes vraiment, je crois, au cœur de ce qui fait que, sans Christophe Pomian, beaucoup d'entre nous ne seraient pas où ils sont. Il est question donc d'une pièce, d'un objet zoomorphe qui est caché dans un lieu sacré, dans un village, et que les habitants du village ne veulent pas céder. Malgré les instances pressantes de cette mission, de ces scientifiques, ils ne veulent pas céder cette pièce. Et finalement, Marcel Griaule, le chef de la mission, décide de la prendre par la force, puisque les habitants ne veulent pas la céder. Et il décide, puisqu'il est le chef de la mission, que ce sera Michel Leiris
et l'un de ses collègues qui vont aller chercher le kono, cet objet sacré, cet objet qui doit être invisible. Je lis l'extrait. Griaule décrète alors et fait dire au chef du village que, puisqu'on se moque décidément de nous, il faut, en représailles, nous livrer le kono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à San, où ils s'expliqueront devant l'administration. Menace donc, pour récupérer cette pièce, que les personnes ne veulent pas céder. Pour la récupérer en échange de 10 francs, qui est l'équivalent de 12 E en 1900, le prix de 12 E en 1931. Affreux chantage. En même temps, Griaule envoie Lutaine aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer une grande toile d'emballage pour envelopper le kono, et voilà l'invisible et les Européens, que ni les femmes ni les incirconcis, c'est-à-dire les jeunes garçons, ne doivent voir sous peine de mourir. Dans cet endroit, le visible et l'invisible sont liés à des questions de vie ou de mort, ce qui n'est pas le cas dans la société européenne qui s'approprie cet objet. Griaule et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet saint relique dans la bâche et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et, à quelque distance, fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. En les frappant à grands coups de bâton pour qu'ils ne voient pas l'objet et donc pour qu'ils ne meurent pas par violence paternelle, évidemment. Nous traversons le village, devenu complètement désert, et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef, et nous partons en hâte, au milieu de l'ébahissement général, et parés d'une auréole de démons ou de salauds, particulièrement puissants et osés. On est ici, et je crois vraiment, Christophe, j'aimerais, à vrai dire, ne pas être ici, mais vous entendre, vous, commenter ce passage qui me semble être un lieu d'application, un texte d'application pour toutes les théories, pour les modèles que vous avez élaborés depuis que vous avez commencé à écrire et à penser. Et il me semble que le déchiffrement de ce texte, presque chaque mot, le silence de mort, enfin, et même la dimension psychanalytique de ce texte, de ce jeune homme, Léris, qui dépasse, qui fait lui-même un sacrilège, en quelque sorte, donc qui est lui-même dans l'ordre du sacré, puisqu'il semble pour lui qu'avoir pris cet objet est une forme de puissance, le lien entre le sentiment de puissance, le visible, l'invisible, l'appropriation de l'objet, la collection, enfin tout y est, me semble-t-il. Et c'est ce genre de texte-là qui préoccupe beaucoup nos étudiants actuellement, et certains de nos collègues, mais je crois que la génération qui arrive, et Felicity Bonenstein qui travaille ici sur ces questions en est un bon exemple, et d'abord avide de ces textes d'une part, mais d'autre part aussi avide de clés de lecture. Et c'est ce qui explique, première réponse, l'effet Pomian. L'effet Pomian, c'est de donner une boîte à outils pour comprendre des choses, y compris hors du champ où l'on pourrait s'attendre, celui de l'art européen. C'est-à-dire qu'on peut aller avec cette boîte à outils, si vous me permettez la mauvaise comparaison, donc avec son Pomian comme un couteau suisse dans la poche, déplier le couteau pour l'appliquer à des textes d'une grande complexité et des textes extrêmement politiques où dans les conséquences sont évidemment éminemment politiques, puisque toutes les questions traitées par Christophe Pomian et par nous tous ici sont des questions bien sûr politiques, le musée étant un lieu politique. Voici le kono. L'objet en question, ou l'un des objets en question, plusieurs ont été pris, et certains sont d'ailleurs encore visibles dans les musées africains, comme le musée national du Mali à Bamako. Ce qui est intéressant, là encore, c'est que le kono, cette forme zoomorphe, informe, intrigue les Européens. Et ce qui les intrigue, c'est ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce kono? Et bien sûr, là encore, Léris tente de déchiffrer l'intérieur du kono, et vous voyez sur cette fiche qu'il a réalisée qu'il reprend la forme, la silhouette de cet objet et qu'il dessine en pointillé ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là encore, l'Européen
et l'invisible, ou le rapport des Européens et de l'invisible, c'est un rapport de curiosité scientifique, de vouloir savoir, de vouloir aller à l'intérieur de l'objet, même si cet objet, manifestement, par sa forme, n'invite pas, d'abord par son usage et par sa localisation, n'invite pas à être vu, et ensuite par sa forme, n'invite pas à être examiné comme il l'est ici. Sur cette fiche de saisie, Michel Léris explique, avec son vocabulaire d'Européen, et il faudrait demander à des spécialistes de ces régions et de ces objets dans quelle mesure ce vocabulaire est le même vocabulaire que celui des régions d'origine. En tout cas, il considère qu'il y a devant une bouche, et puis au bout du tube, vous voyez un anus, et qu'entre la bouche et l'anus se passent des choses qu'il décrit autour, notamment le fait que le conduit anus-bouche, c'est ce qu'on peut lire ici dans les parenthèses carrées, le conduit anus-bouche sert aussi de porte-voix. On ajouterait donc au visible et à l'invisible la question de la parole, de la voix, de la performativité de la voix à travers l'objet sacré, etc., etc., etc. On y est, et je ne fais dans ma petite enquête qu'aborder quelques sujets sans les approfondir. On change vite de sujet. Et je continue mon enquête, après avoir ouvert donc ce sujet difficile, avec une seconde question qui s'adresse à un collègue parisien, Victor Claes. Vous verrez que le son est un peu moins bon parce que nos machines d'enregistrement étaient un peu moins bonnes. Tendez l'oreille. En tout cas, Victor Claes, postdoctorant actuellement au musée du Louvre, et comme Felicity, l'un des historiens de l'art les plus prometteurs de sa génération, un grand lecteur de Pomian, a tenté sa chance, d'abord en disant impossible, et puis finalement il a trouvé une solution de brillant étudiant ou de brillant jeune collègue. Il lit. Autrement dit, prises dans leur ensemble, les collections d'un certain pays à une certaine époque sont coextensives à la culture de ce pays à cette époque, qu'elles incarnent et donnent à voir. Il s'en est bien sorti par une pirouette. Donc pour Victor Claes, ici, l'idée, enfin, ce qui fait la force, ou si on essaye de résumer Christophe Pomian en quelques secondes, en 10 secondes, c'est le fait de dire que chaque collection, chaque musée incarne un moment de la société dans laquelle il naît, un moment de la société dans laquelle il est. C'est-à-dire que quand on est un historien des collections, un spécialiste des collections, un œil des collections, comme vous l'êtes Christophe Pomian, il vous suffit de voir pratiquement une photo de n'importe quelle collection pour pouvoir dire Union soviétique 1947, Canada 1917 ou Paris 1930, en se disant que donc chaque collection est l'expression, la marque, le visage, les névroses, les non-dits, les désirs, les fantasmes de chaque époque. Alors si on retourne un instant avec vous à Berlin, Christophe, et qu'on regarde ce qui se passe actuellement dans cette même salle ou dans les salles adjacentes à celle dans laquelle vous avez tenu cette grande conférence en 2011, qui voit-on? Des bronzes du Bénin, à côté d'art chrétien, de pièces de art chrétien. Ici, une tête, donc ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, qui sont des pièces venues lors du pillage de Benin City dans l'actuel Nigeria, pillage effectué par l'armée britannique en 1897, des pièces qui ont été rapportées pour partie au British Museum et au Pitt Rivers Museum, donc à Oxford, et pour une autre grande partie dispersée sur le marché de l'art européen autour de 1900, marché de l'art sur lequel, à l'époque, les musées allemands étaient les plus riches, pouvaient acquérir le plus vite, le mieux, avec leur grand budget, ce qui a permis à ces musées d'acquérir à Stuttgart, à Hambourg, mais aussi et surtout à Leipzig, à Dresde, mais aussi et surtout à Berlin, une grande quantité de ces pièces qui, à l'époque, lorsqu'elles ont atteint le continent africain, ont paru une révolution esthétique pour les historiens de l'art européen qui ont eu l'impression, puisque ces pièces datent en partie du XVIe siècle et du XVIIe siècle, que les Africains, tout d'un coup, en fait, étaient aussi forts que les Européens en art. Et on voit dans ces textes-là, dont Félicité est spécialiste, cette comparaison entre
la capacité artistique des Européens et celle des Africains, qui est considérée d'abord comme un mystère, et puis on finit par dire « Ah oui, ça doit être les invasions portugaises qui leur ont permis de savoir faire ça », évidemment, avec tout un discours sur la supériorité des uns et des autres, et même l'étonnement, le fait qu'on soit étonné que ces sociétés aient pu produire un art ou des objets de cette qualité-là. Le seul étonnement est quelque chose qui est lié à justement à la société dans laquelle se forment ces collections. Donc quand Victor Claes relevait que ce qui est important pour lui dans votre pensée, Christophe, c'est de penser la collection comme un moment, comme une sorte de polaroid de l'époque, ici, avec cette arrivée et cette intégration d'une part d'objets extra-européens et africains dans les collections européennes et le succès qu'elles ont eu, et puis, deuxième temps, le fait que ces collections, aujourd'hui, en 2017, 2018, 2019, quittent leur musée ethnologique pour venir dans les musées dits d'art européen. Et à Berlin, c'est très clair, puisque vous savez que la géographie des musées à Berlin sépare complètement l'île des musées où serait l'art, où est l'art chrétien et l'art antique, tandis que les collections ethnologiques, jusqu'il y a peu, étaient à la périphérie de la ville, à Dahlem. Donc ici, dans le cadre de cette exposition, les choses reviennent ensemble. Pourquoi ça ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi seulement maintenant ? Est-ce que c'est la première fois que ça se produit ? Est-ce que ça ne s'est pas produit déjà dans les années 1910, 1915, 1919, au moment des avant-gardes ? Si, bien sûr, ça s'est déjà produit, mais les personnes qui font cette exposition-là l'ont oublié, que tout ça avait déjà eu lieu il y a 100 ans, et on le remet comme si c'était un moment de fusion particulièrement audacieux. Voilà. Donc là encore, cette idée qui est la vôtre et qui n'est pas seulement une idée, mais qui est un outil de pensée selon lequel chaque collection, dans sa vie, dans sa dynamique, dans sa longue durée, est toujours, même si ça reste la même collection, mais par ses mises en scène, etc., est toujours l'expression de quelque chose. Et là, je crois qu'on peut répondre dans le cas berlinois l'expression d'une crise du sens des musées d'ethnologie et d'un désir de dépasser la séparation. Ce moment-là, ce serait l'effet Pomian 2 en 10 secondes. Lié à cette question et quelque chose qui intéresse beaucoup nos étudiants, c'est la question de l'argent, du capital, de l'art dans les musées qui serait un art qu'on aurait sorti du circuit du marché et de l'art sur le marché, qui serait l'art pour les riches. On aurait quelque chose comme, pensent certains, et je cite ici un de nos étudiants, Luca Frepoli, dont je n'ai pas intégré la réponse pour des raisons techniques. Ce qu'explique Luca Frepoli, qui travaille sur ces questions, c'est est-ce qu'on peut dire que les musées, c'est pour les pauvres, parce qu'on ne peut pas acheter, donc on y va juste pour regarder, tandis que les riches, eux, sont du côté du collectionnisme, du marché, et qu'on aurait en fait une sorte d'absurdité dans le fait de toujours vouloir amener les pauvres au musée, les ouvriers, ce grand mouvement des années 20, Museen als Volksbildungsstätte. Est-ce que ce ne serait pas un grand malentendu, puisque amener les pauvres, les ouvriers, etc. au musée, ce serait finalement leur dire « regarde tout ce que tu ne peux pas t'acheter, que d'autres s'achètent ». Donc cette question du capital, cette question sociale en fait, extrêmement occupe beaucoup, me semble-t-il, les jeunes générations. Et je vois ici Arnaud Bertinet aussi qui à côté d'autres, dirige des travaux. Il me semble, ici avec Dominique Poulot aussi, les travaux sur la question du marché de l'art, du prix de l'art, sont des questions qui, en tout cas, nous viennent de plus en plus dans les jeunes générations. Et elles trouvent aussi chez vous, Christophe, des clés pour organiser leur pensée. Donc là encore, il me semble que c'est important. Et l'autre aspect qui est lié à cette question du capital, c'est la question du musée comme lieu d'accumulation primitive, si on veut, où l'accumulation des collections serait comme une accumulation du capital. Et d'ailleurs, ça se passe au même moment, au milieu du 19e siècle, où les musées seraient comme en train d'accumuler avec les objets une sorte de capital symbolique considérable qui serait une accumulation primitive, pour reprendre le terme de Marx. Si on regarde le Louvre tel qu'il était en 1854 et qu'on le lit à travers les yeux d'un visiteur, par exemple dans ce guide classique du voyageur en France et en Belgique par Richard de 1854, on voit que le Louvre, à ce moment-là, alors qu'il venait
40 ans avant, de se vider des trésors accumulés par Napoléon en Europe, donc que le Louvre, dont on avait craint qu'il allait mourir, qu'il allait être vide, et que la boîte de Pandore, une fois ouverte, ce pauvre musée allait décrépir, eh bien non, je vous rassure, les musées impériaux du Louvre sont au nombre de 13. Savoir, nous dit ce guide touristique, 1. Musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises et flamandes, dans la Grande Galerie et le Salon Carré. 2. Musée de l'école française avec le Salon des 7 Cheminées. 3. Musée ou galerie des dessins suivi des salles de la cartographie. 4. Musée des émaux, bijoux et objets divers. 5. Musée des antiquités grecques et égyptiennes dans l'ancien musée Charles X. Musée des souverains sous la colonnade. Musée naval comportant 10 ou 11 salles. Musée ethnographique à l'extrémité du musée naval. Le musée naval et le musée ethnographique étant les ancêtres du musée du Trocadéro, qui sont eux-mêmes les ancêtres du musée du Quai Branly-Jacques Chirac. 9. Musée des antiques comportant 800 statues et bas-reliefs grecs et romains. 10. Musée de la culture, sculpture égyptienne. 11. Musée de la sculpture du Moyen-Âge. Musée de la sculpture moderne. Musée de Ninive dans l'aile nord, et en fait il y en a 14, puisqu'on trouve encore le musée mexicain, et en 1863, quelques années plus tard, va être créé le musée Napoléon III avec la collection Campana, les résultats des fouilles en Grèce, Turquie et Moyen-Orient, entreprise à la demande de Napoléon III après la guerre de Crimée. Donc cette question de l'accumulation aussi, l'accumulation d'un capital symbolique qui sort du circuit de l'argent, comme vous le décrivez, Christophe, ça sort du circuit de l'argent, mais ça fait quand même quelque chose qui est lié à la question du capital, un capital symbolique et non pas un capital réel, qui permet aux puissances à Paris, mais aussi à Londres, à Berlin et ailleurs, de s'affirmer dans une concurrence des nations. On continue. Comment décrirais-tu ce que Pomian fait avec toi ? Alors, c'est un germanisme de ma part, pardon. En fait, c'est plutôt comment décrirais-tu ce que Pomian fait de toi ? Ou comment Pomian t'habite ? Enfin... Regarde à l'intérieur de toi et dis-nous ce qui se passe. Alors la réponse est apportée là par Robert Sviablis. J'ai tenté avec mes pauvres moyens technologiques de créer des sous-titres et j'espère que vous pourrez les lire, ils sont dans la partie supérieure. Robert Sviablis est post-doctorant à Berlin et il a travaillé sur la constitution des collections de peintres italiens dits primitifs par la Prusse autour de 1820, un très gros volume extrêmement important et extrêmement lié à la question de l'identité italienne de la Prusse, qui est une identité à la fois religieuse ou non religieuse et esthétique, qui se démarque, etc. Affaire compliquée, voilà Robert Sviablis. Also es ist ein bisschen wie Hase und Igel, denn immer wo ich zu irgendeinem Thema zum Museum erst studiert habe und dann geforscht habe ich immer etwas von Christoph Pomian gefunden. Also ob das jetzt italienische Museen waren oder Warschau oder Paris oder Berlin, es gab immer etwas, wo zumindest irgendwo Christoph Pomian erwähnt wurde und wo er etwas dazu geschrieben hat. Also vor allem das Wesen des Sammelns überhaupt, also die Grundlagen, die habe ich bei ihm gelernt, also die Semiophoren und alles, was damit zu tun hat, was Bedeutung von Sammlungsgegenständen ist. Donc, comment dire, l'effet numéro 3, c'est l'avoir dans la peau. On a Christophe Pomian dans la peau. On commence, quand on est étudiant, à le lire. Et puis, dans sa jeune vie de chercheur, ici, Robert Sviablis nous explique qu'il n'a jamais été quitté, il n'a jamais été abandonné par Pomian. Alors, je retiens surtout ici, évidemment, et vous l'avez dit déjà dans les journées qui viennent de s'écouler, que le concept de sémiophore, et je cite ici Robert, les sémiophores et tout ce qui fait sens dans l'objet de collection, c'est évidemment une des questions centrales qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait sens dans l'objet de collection ? Je vous ai montré tout à l'heure, sans le commenter en entrée, une œuvre de Kader Attia, le grand artiste d'origine franco-algérienne qui vit à Berlin. Et on va revenir sur cette œuvre tout à l'heure, le léopard et le masque, que j'avais pris pour fond au départ. Ici, c'est aussi une œuvre de Kader Attia qui met côte à côte un objet à droite, un buste de marbre, qui pourrait paraître être un buste de n'importe quel militaire français ou même général français, peut-être colonial, mais qui donc fait sens autrement. Il fait sens d'une part par son marbre blanc, par son socle classique, par son allure, par sa pose,
d'une part, donc on le met visuellement dans une catégorie, et puis il fait sens tout à fait ailleurs par l'affreuse balafre qui traverse son visage, son front, sa bouche complètement déformée, recousue par la blessure, et en fait il fait référence aux gueules cassées de la Première Guerre mondiale et aux destructions qui ont été liées humaines, aux dégâts humains qui ont été liés à cet héroïsme mis en scène par ailleurs dans les statues de marbre. Donc là aussi, avec Kader Attia, et je pense que Kader Attia a Christophe Paumian dans la peau, qu'il le sache ou pas. Enfin, s'il y en a un qui a Christophe Paumian dans la peau, et d'ailleurs ça peut être l'inverse aussi, peut-être que vous avez Kader Attia dans la peau, cher Christophe. En tout cas, c'est vraiment, je pense, d'avoir lu Christophe Paumian pour lire, déchiffrer, parler avec cet artiste, l'un des artistes les plus importants, je pense, de notre génération actuellement. Il a actuellement une grande rétrospective à Londres et il est collectionné par tous les musées du monde. C'est extrêmement important. Et de l'autre côté, à droite, et la juxtaposition elle-même fait sens, et l'autre forme de socle, et la barre de métal plantée à l'intérieur de ce masque qui paraît africain, qui n'est pas en marbre blanc, mais qui est d'une matière, en tout cas en photographie, difficile à identifier, peut-être couverte de restes de sang ou d'huile de palme ou de poils ou de choses qu'on a collées sur lui, et qui est à la même hauteur que le blanc blessé, et qui lui-même est plein de blessures, mais mise autrement en scène. Là, voilà, on est absolument dans un terrain où les sémiophores et tout ce qui fait sens peut être activé pour comprendre comment les objets de musée agissent entre eux, agissent sur nous, et puis peuvent être mis en scène par un artiste contemporain aujourd'hui pour nous faire comprendre ce que sont, sans le dire, les sémiophores et ce qui fait sens dans les objets. Donc là, on est évidemment au cœur d'un système de coordonnées qui permet aussi, et Christophe, vous permettez aussi d'aborder l'art contemporain ou d'aborder des formes d'expression artistique contemporaine qui paraissent de premier abord un peu éloignées de vos travaux, mais qui au contraire y sont absolument au centre. Et c'est ce qui fait qu'au moins jusqu'à 2119, et probablement plutôt jusqu'à 2129 ou 2200, etc., non, 2000, enfin, etc., pendant très longtemps, nous serons avec vous et avec nous. Encore une pièce de Kader Attia, la même que tout à l'heure, mais vue de profil. Tout ce qui fait sens dans une collection, c'est l'objet lui-même, mais c'est aussi la vitrine autour, la petite photographie, le label, la volonté ou le pouvoir que l'on a de toucher ou de ne pas toucher, etc., etc. Vous le savez tous. Dernière question qui s'adresse à Nathalie Okpou. Nathalie Okpou est étudiante de premier semestre à Berlin, à l'Université technique, et elle est étudiante salariée dans notre groupe de travail, ce qu'on appelle Studentische Hilfskraft, aide, elle nous aide, et on lui a demandé de nous citer son passage préféré, et malheureusement, on n'a pas retrouvé l'origine du texte en français, donc puisqu'elle le lit en allemand. Ce sont des manuels, il faut le savoir, vous le savez tous, mais les manuels de Christophe Paumian sont de ceux qu'à de n'importe quelle bibliothèque universitaire en Allemagne, puisqu'ils ont été traduits, ces textes, sont des livres en très mauvais état. Vous savez, les livres que tout le monde a lus, tout le monde s'arrache et qui sont un peu, voilà, en très mauvais état. Et ce sont des livres qui sont donc en usage. Et on a eu du mal, Felicity a tenté de m'aider, et on n'a pas retrouvé la source française exacte. On sait que le passage lu par Nathalie est issu de l'Ordre du temps, cet autre grand livre. Et puis la question du temps est évidemment l'autre question qui structure non seulement tous vos travaux, mais aussi tous les nôtres, en fait. Et le passage, voilà, donc je l'ai retraduit en français, vous allez voir, c'est du très mauvais Paumian. On l'écoute d'abord en allemand. Ceux qui comprennent l'allemand auront le plaisir d'avoir de bien la voir, et puis ensuite je relirai ma mauvaise traduction française. Wenn die Gegenstände den Göttern und den Toten geweiht sind, ist es nicht erforderlich, sie dem Blick der Menschen auszusetzen. Das gilt auch für Grabbeigaben. Und Opfergaben
müssen nur in manchen Gesellschaften sichtbar sein. Doch das wirft ein Problem auf. Wir haben die Sammlung definiert als eine Zusammenstellung von Gegenständen, die ausgestellt werden, um den Blick auf sich zu ziehen. Aber wessen Blick? Si les objets sont consacrés aux dieux ou aux morts, il n'est pas nécessaire de les exposer au regard des humains. Il en va de même pour ce que l'on met dans les tombes. Et les offrandes n'ont pas besoin non plus d'être visibles, seulement dans certaines sociétés. Mais cela pose un problème. Nous avons défini la collection comme une collection d'objets qui sont exposés pour attirer le regard. Mais le regard de qui ? Et voilà le point, ici, avec Nathalie Okpou, arrivé, qui est peut-être celui qui me touche le plus, moi, depuis quelque temps, qui me préoccupe le plus, la question de savoir pour quel public, pour quelle personne, pour quels privilégiés de la mobilité ou non sont faits nos musées, d'une part, et d'autre part, la question de savoir qui regarde qui dans un musée. Est-ce que c'est nous qui regardons les œuvres ou est-ce que c'est autre chose? Donc sur la première question, peut-être, qui, là encore, est une question extrêmement actuelle, je voudrais simplement vous montrer 2 photographies qui permettent de situer la question. 2 photographies issues, tirées de la revue Togo-Cameroun d'avril-juillet 1935, dans laquelle est publié un compte-rendu d'une exposition, d'objets qui viennent d'être rapportés du Cameroun par un scientifique et qui est exposé au musée du Trocadéro. Et le soir de l'inauguration, ce scientifique, Henri Labouret, que vous voyez avec son plastron blanc, explique au ministre des colonies, M. Louis Rollin, ce qu'il a rapporté. Qui regarde qui ici? Le scientifique regarde le ministre. Probablement qu'il lui explique la pièce, il lui donne des indications scientifiques, ou il lui explique dans quelles conditions il a pu l'obtenir, ou combien elle a coûté, ou est-ce qu'il a fallu l'emballer dans une bâche et partir en secret en l'échangeant contre 10 francs. On ne sait pas ce qu'il se raconte, mais le regard est celui de 2 hommes qui s'entretiennent au premier plan devant une pièce d'origine manifestement extra-européenne d'une part, et de 2 femmes, l'une qui semble en conversation avec un homme derrière et une autre au premier plan qui semble regarder la pièce ou qui peut-être regarde dans le vague. À quelques pages de celle-ci, si on feuillette, on tombe sur cette autre photographie de la même exposition qui nous montre 2 officiers camerounais qui ne parlent pas, qui ne se parlent pas, qui sont sans voix et qui paraissent peut-être étonnés ou hébétés ou attristés ou enthousiasmés, pourquoi pas, je ne crois pas, de voir ce trône royal dans un musée parisien en 1935. Pour qui expose-t-on? Pour le regard de qui? Et quand? Et comment? C'est une des questions donc, qui a été retenue par Nathalie Okpou quand on lui a demandé qu'est-ce qui t'intéresse dans l'œuvre de Pomian, quelle est la phrase, quel est ton passage préféré, et qui, je crois, gagne en actualité aussi, où elle a toujours eu de l'actualité, la question des publics en fait, ce qui était la question des publics, des visiteurs de galeries, des visiteurs de musées, y compris comme source, mais c'est aussi bien sûr une question sociale, une question politique, et la question métaphysique qui est liée à ça, et qui est celle qui me touche actuellement le plus, c'est qui regarde qui? Est-ce que ce sont les œuvres d'art dans les musées qui, de génération en génération, voient défiler devant elles des visiteurs qui portent des robes longues, puis des mini-jupes, puis des jeans, puis tous les garçons ont de la barbe, et puis la génération d'après, les garçons n'ont plus de barbe, et puis parfois les musées ferment et elles n'ont plus de visiteurs à regarder, pendant les guerres, par exemple. Et puis, ça rouvre et elle retrouve des visiteurs amaigris ou joyeux de revoir de l'art. Voilà, cette question de qui regarde qui et pourquoi et quand et comment me paraît être celle qui lie les 3 éléments qui ont été, ou les 4 éléments qui ont été évoqués ici, la question du visible, de l'invisible, et celle du temps qui passe, pour nous, humains, qui donc s'arrête au bout de quelques décennies,
et qui, pour les objets, s'ils sont bien soignés dans les musées, peut continuer éternellement, l'éternité d'un côté, la finitude de l'autre, et dans tout ça, l'intelligence et la beauté et l'amitié. Et j'arrête là-dessus. C'est ça l'effet Pomian. Il y a un supplément, un petit supplément d'anniversaire adressé par les étudiants directement dans les langues qui étaient à notre disposition et que je vous soumets maintenant. Szanowny Panie Profesorze, z okazji Pana urodzin życzymy z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie wszystkiego najlepszego. Thank you. Merci. Danke. Grazie. Danke. Dziękujemy.